Je sais à quel point il est difficile de terminer un livre qu'on adore, quand on s'est attaché aux personnages, qu'on les a vus grandir et parfois mourir. Les dernières pages tombent comme un coup près. Et puis, on ne rêve que d'une chose, retrouver cette excitation qu'on a vécue. Mais on ne sait pas où la chercher. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce format. 4 livres à lire si vous avez aimé tel livre. Ensemble, on va replonger dans des livres cultes qui ont forgé notre histoire, nos rêves et notre enfance. Pour chaque épisode, on partira d'une œuvre très populaire. On la décortiquera pour savoir pourquoi on l'aime et comment revivre ce bonheur de lecteur. Et pour lancer cette série, quoi de mieux que de parler d'une série cultissime, Harry Potter. Harry Potter, c'est pas juste une œuvre qu'on a lue enfant et qui nous a un peu marqué. C'est un phénomène littéraire sans précédent. Pour vous donner un ordre d'idée, 500 millions d'exemplaires vendus. C'est 3 fois plus que Le Seigneur des Anneaux. L'engouement pour cet univers a été tel que 25 ans après, il continue de se développer en franchise. Films, produits dérivés, jeux vidéo, parcs d'attractions. Son autrice J.K. Rowling est la première à être devenue milliardaire grâce à son œuvre. Et avouez, vous aussi vous avez sûrement une baguette qui traîne quelque part chez vous. Car Harry Potter, c'est aussi ça, une communauté, un fandom de dizaines de millions de personnes qui font vivre cet univers et l'alimentent à travers le monde. Mais à la base, il y a juste une histoire brillamment construite, qui a su s'appuyer sur des motifs narratifs forts et efficaces. J'en ai retenu 4. 1, comme chacune des maisons qui composent Poudlard. Et pour chacune d'entre elles, j'aurai un livre à vous recommander. Vous êtes prêts? Allez, on enfourche son Nimbus 2000 et on décolle. Pour le premier livre, on va parler de Poufsouffle. Harry Potter, c'est une histoire de cours de potions et de vol en balai. Mais c'est aussi, voire surtout, une histoire d'une clique d'ados rebelles. Outrepasser les règles, c'est ce que Harry, Hermione et Ron passent leur temps à faire. Et ça leur attire des ennuis. Mais sans cela, il n'y aurait même pas d'aventure. Et c'est justement ce que fait aussi le personnage principal du roman L'Attrape-Cœur de Salinger. L'Attrape-Cœur, c'est l'histoire d'un adolescent rebelle qui, tout juste renvoyé de son pensionnat, décide de fuguer plutôt que de rentrer chez lui, pour s'émanciper d'un carcan de règles qu'il trouve stupide, insensé, et trouver sa propre liberté. Et cette histoire, c'est les quelques jours dans lesquels il vit cette aventure intime et fondatrice de sa personnalité. Pour moi, c'est un livre qui correspond très bien à Poufsouffle. Poufsouffle, c'est pas la maison la mieux aimée, mais elle est intéressante parce que c'est celle des élèves droits, au cœur plein de bonnes intentions, qui sont capables de se transcender pour un idéal de justice. C'est la maison de Cédric Diggory, qui n'hésite pas à partager sa victoire à la coupe de feu avec Harry Potter dans l'épisode 4, la maison de Nymphadora Tonks, qui rejoint les Aurores et l'Ordre du Phénix, et se bat jusqu'à la mort dans la bataille de Poudlard à la fin. Ou encore celle de Pomona Chourave, qui se range sans hésiter du côté de Harry Potter contre Voldemort. Et ce roman, c'est ça. C'est un souffle de liberté, un idéal de justice. Et que son style fougueux, plein d'aventures, très moderne, peut aussi vous plaire. Et d'ailleurs, petite anecdote complémentaire, Salinger, lui, a décidé de vivre presque isolé, quelques années après la publication de L'Attrape-Cœur, son premier et dernier roman, en offrant à ses lecteurs à peine quelques nouvelles publiées dans le New Yorker pendant les 40 ans qui ont composé la suite de sa vie. Bref, L'Attrape-Cœur, c'est un roman qui parle avant tout d'émancipation et ça nous amène à la prochaine maison. J'ai vraiment hâte de vous proposer ce livre et en même temps c'est un gros défi parce que c'est celui qui correspond à Gryffondor, la maison d'Harry Potter. Mais Harry, c'est qui? Harry, c'est avant tout un orphelin, quelqu'un qui est en quête d'identité. C'est la raison pour laquelle il se sent tellement en décalage chez les Dursley, qui ne lui ressemblent pas du tout, et pour laquelle Hagrid vient le chercher initialement et lance l'aventure. Dès le premier épisode, du coffre plein d'or chez Gringotts à la rencontre avec les Weasley, Harry va chercher à comprendre son histoire familiale. Et cette quête va se révéler pleine d'un lourd secret. Et ça, c'est exactement ce qu'il se joue dans Incendie de Wajdi Mouawad. On y suit 2 jumeaux à qui leur mère laisse un testament incompréhensible. Une lettre pour leur père qu'ils croyaient mort et une autre à un frère dont ils ignoraient l'existence. Et ce point de départ les oblige à remonter le fil d'une histoire familiale éclatée par la guerre, entre enquête et voyage à la recherche de leur identité. Là où Harry doit accepter sa proximité avec Voldemort, même physique, au travers du Horcrux, eh bien ces jumeaux vont découvrir des liens familiaux dont ils ignoraient l'existence, comprendre ce que leur mère a traversé et devoir encaisser des vérités tout aussi dévastatrices sur leurs origines. Mon frère avait découvert cette pièce de théâtre au lycée, moi je l'ai lue adulte. Et quand on comprend ce qui s'y passe, c'est impossible de pas être absolument bouleversé. Un peu comme dans Harry Potter, où à partir de la coupe de feu et du retour de Voldemort en tant qu'être plein, puis avec l'Ordre du Phénix, le Prince de Sang Mêlé, etc., on s'enfonce de plus en plus dans l'ombre. C'est un livre profondément Gryffondor, parce qu'il y a l'idée qu'il faut vivre dans la vérité plutôt que dans un mensonge confortable. Il y a cette bravoure, cet affrontement frontal avec son destin. Ce bien et ce mal entremêlés, comme le Choixpeau qui ne sait pas s'il faut attribuer à Harry la maison Gryffondor ou celle de Serpentard. Et comme dans Harry Potter, les émotions montent crescendo jusqu'aux révélations, voire aux plot twists, qui nous font voir sous un autre jour ce qu'on pensait savoir. Et ça nous amène tout naturellement au livre suivant. J'en profite. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que cette vidéo vous plaît.
Alors, si vous voulez soutenir ce travail, voir les prochaines vidéos, et puis aider celle-ci à être référencée, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est d'un grand soutien. Merci. Dans Harry Potter, il y a ces adultes qu'on croise sans vraiment les comprendre. Et pourtant, ils ont un rôle fondamental. Dumbledore, le directeur de l'école, qui est l'un des premiers à écouter et comprendre Harry, mais qui se révèle beaucoup plus complexe au fil des pages. Le professeur Rogue, terrifiant au début, et puis qui gagne en nuances au fil de l'œuvre. Et on observe ces figures avec un regard d'enfant qui est absolument étonné d'abord d'être un sorcier, de se retrouver à Poudlard et puis d'être confronté à des caractères aussi forts et complexes, sans savoir comment se positionner. Et bien cette zone grise entre confiance et malaise, secret et admiration, c'est exactement sur ce terrain-là que joue La confusion des sentiments de Stefan Zweig. On y suit un étudiant brillant qui tombe dans une véritable fascination pour son professeur de philologie. La philologie, c'est l'étude d'une langue par ses textes. Et ce prof, quand il parle de littérature, il est tellement charismatique, passionné, magnétique, qu'on ne peut qu'être attiré par lui. Alors, le jeune étudiant se dévoue entièrement à lui, travaille sans relâche, quitte même à prendre une pension dans sa maison, auprès de sa femme et lui. Mais à force de proximité, il en vient à faire du regard du maître la mesure de sa propre valeur. Sauf que plus son admiration grandit, plus le comportement du professeur vis-à-vis de lui devient bizarre, erratique, changeant. Il est tantôt extrêmement proche et attentionné, tantôt froid, distant, voire brutal. C'est comme s'il cherchait à tenir son étudiant à la fois très proche et à distance. Mais lui ne comprend pas pourquoi. Et ce malaise grandissant crée exactement ce qu'indique le titre. Une confusion des sentiments. L'élève qui ne sait plus où se situer entre admiration, vénération ou au contraire crainte et malaise. Et c'est ces mêmes sentiments qu'on retrouve dans Harry Potter, vis-à-vis de Dumbledore ou de Rogue par exemple. Un conflit intérieur entre une loyauté vis-à-vis d'une figure d'autorité et un trouble face à ces zones d'ombre. Et j'ai choisi ce motif-là pour Harry Potter parce que je le trouve marquant. Rogue, qu'au début on déteste, qui est un personnage effrayant, s'avère en fait un protecteur dévoué, lié par un indéfectible amour vis-à-vis de, spoiler, si vous l'avez pas lu, la mère d'Harry Potter. De son côté, Dumbledore, qui est un professeur magnifique, je trouve même dans le film le rend extrêmement doux et bienveillant. En fait, il a aussi une part d'ombre. Il a été attiré par les reliques de la mort plus jeune, et puis il ne révèle pas tout ce qu'il sait à Harry ou tout ce qu'il comprend d'Harry. Et l'instrumentalise un petit peu, aussi à ses fins. Et dans Harry Potter, l'école Poudlard, c'est pas juste un élément de décor dans lequel se passe l'action. C'est un des moteurs même de l'histoire. Parce que ce qu'il met en scène, comme motif, c'est le mentorat. Le fait que Harry Potter grandit au travers de Dumbledore ou de Rogue, mais aussi de Sirius, de Lupin, de tous ces professeurs qui l'amènent à découvrir petit à petit, à se construire. De ce point de vue-là, Harry Potter, c'est complètement un roman d'apprentissage. Et je trouve que ce livre correspond bien à la maison Serre d'Aigle, une maison intellectuelle, mais qui sait aussi qu'un prof peut bouleverser une vie autant qu'un combat entre sorciers. Ce qui fait le succès d'Harry Potter, c'est peut-être au final une seule chose. Un motif qu'on retrouve dans la plupart des grandes œuvres, mais qui, dans celle-ci, est tellement bien mené, ce duel à mort entre Harry et son ennemi juré. Dès les premières pages, tout tourne autour de cette lutte. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom inspire de la terreur même au géant Hagrid ou au puissant Dumbledore. Et dans la littérature, des duels de la sorte, il y en a quelques-uns. Les pièces de Shakespeare en sont un bon exemple. Hamlet, par exemple. D'Artagnan et Milady dans Les Trois Mousquetaires de Dumas. Ou même d'une certaine manière, Javert qui passe son temps à courir derrière Jean Valjean dans Les Misérables. Mais l'un des duels les plus impressionnants et qui colle le mieux à l'univers d'Harry Potter, à mon avis, c'est Dracula de Bram Stoker. Avant d'être un nom connu de tous et qui incarne par excellence le vampire dans l'imaginaire collectif, Dracula, c'est avant tout un roman, paru en 1897 et dont le nom a dépassé la notoriété de son auteur. Or, le cœur de ce livre, c'est cet affrontement radical entre d'un côté le comte Dracula, vampire emblématique, et de l'autre côté Abraham Van Helsing, le chasseur de vampires par excellence. Contrairement à Harry et Voldemort, les deux ne se battent pas à coups de Expelliarmus et Avada Kedavra. Mais ce qui fait leur opposition, c'est que Van Helsing accepte de voir une noirceur que d'autres refusent d'imaginer. Dracula, c'est un duel entre l'ingéniosité humaine et une puissance maléfique ancienne. Et en lisant ce roman, vous retrouverez la tension électrique, la traque permanente qui parcourt aussi les derniers tomes de la saga Harry Potter. C'est sombre, c'est haletant, c'est parfaitement serpentard. Dans Harry Potter comme dans Dracula, il y a un combat très direct. Il faut détruire les Horcruxes pour tuer Voldemort, ou il faut lutter contre Dracula au sens physique. Mais il y a aussi un combat plus métaphysique. L'idée qu'il faut être prêt à tout sacrifier pour parvenir à la victoire. Depuis la partie d'échecs du tome 1, où Ron se sacrifie et manque de mourir jusqu'à la bataille finale à Poudlard, eh bien, c'est un motif qui traverse l'œuvre d'Harry Potter et qui rend si exaltante, parce qu'elle est si radicale, cette lutte. Bref, Dracula est devenu l'un des anti-héros les plus populaires de notre culture. Et il nous rappelle aussi la part d'ombre qui se cache en chacun d'entre nous, tout comme Tom Jedusor
à son Lord Voldemort. Alors, évidemment, je vais sûrement vous laisser sur votre faim. Il y a tellement d'autres livres qu'on aurait pu associer à Harry Potter, d'autres motifs à explorer. Alors, parce qu'il faut bien terminer quelque part, je vais juste conclure par évoquer une dernière chose qui a marqué mon enfance et qui, je pense, peut plaire à certains d'entre vous aujourd'hui. Si vous ne les avez pas lus, je vous recommande d'autres sagas fantastiques que j'associe dans mon imaginaire d'enfant à Harry Potter. Eragon, évidemment, que j'ai toujours placé ex aequo comme mon livre préféré avec Harry Potter. L'Épouvanteur aussi, où à chaque tome, on a ce sorcier qui affronte sans relâche un monstre effrayant et pire que le précédent. Ou encore, pour la dimension magique, les bêtes fantastiques et puis cette quête à travers tout un grand territoire et un monde inexploré, les Chroniques du Monde Émergé ou les Royaumes du Nord. Bref, j'espère que ces livres feront revivre en vous le souvenir d'Harry Potter et surtout celui de l'excitation que vous aviez enfant, adolescent ou adulte, de l'aventure la plus excitante, dangereuse et merveilleuse de votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner si c'est le cas, à la fois pour me soutenir, la référencer dans l'algorithme et puis voir les prochaines sur cette série et d'autres parce que je vous prépare plein d'analyses très chouettes et j'ai envie qu'on bâtisse cette communauté de passionnés de lecture qui en même temps ont un regard plus actuel. Et bien sûr, dites-moi en commentaire si vous avez aussi d'autres recommandations pour les passionnés d'Harry Potter. Allez, Wingardium Leviosa.